sépare la Terre de la Lune. Donc, nouveau coup de massue sur le système antique. Donc, avec Tycho Brahe et avec Kepler, le vieux monde que le catholicisme avait embrassé à la suite de Thomas d'Aquin, mais en prenant des arguments antiques de l'Antiquité grecque, tombe véritablement en miettes. Alors voilà le portrait de cet illustrissime astronome au caractère abominable, qui a été un homme très violent avec son personnel et tellement épouvantable que le roi de Danemark l'avait chassé, et c'est pour ça qu'il a fini par parcourir l'Europe, puis arriver à Prague, mais où il avait été précédé par ses réputations de précision extrême de mesure. Et là, Kepler, lui, a eu l'intuition, c'est l'homme au monde qui a fait les mesures les plus précises jamais réalisées. Une précision qu'il vaut la peine d'indiquer ici, 2 minutes de degré, une beaucoup plus grande précision que celle des mesures antiques. Et Kepler a eu un réflexe moderne, il s'est dit, une théorie que je cherche, eh ben, elle doit rendre des mesures faites par Tycho Brahe avec la précision de Tycho Brahe. Et ça, c'était absolument impossible avec la théorie de Ptolémée. Là, c'était encore beaucoup plus fort. Les tas d'astronomes arabes avaient bien vu que ça n'allait pas très fort, mais là, c'était très catégorique. Alors, lui, Kepler, a aussi trouvé une nouvelle étoile et il a fait une nouvelle publication, en latin toujours, De Deva Stella Nova in Pede Serpentarii en latin, et les titres des publications d'époque étaient très bons, c'est juste la page de titre. Et pour une troisième fois, une observation d'une nouvelle étoile confirmait l'invariabilité du dogme du caractère immuable des cieux postulé par Aristote. Donc cela, au moins d'une trentaine d'années. Alors, voilà, Kepler est très intéressé par les mesures de Tycho Brahe. Tycho Brahe se dit Kepler est capable de résoudre le problème, mais l'un comme l'autre sous-estime de beaucoup la difficulté du problème. Et les choses se gâtent à partir du moment où Kepler a bien avancé et pense à un nouvel ouvrage, parce que dès lors qu'il y a un nouvel ouvrage, qui signe? Alors, comment se posait la question de qui signe? Eh bien, comme le travail a pris très longtemps et que Tycho Brahe est mort en 1601, Tycho Brahe n'est plus là pour dire je vais co-signer l'ouvrage. Mais celui qui est là, c'est Tangnagel, le mari de la fille Elisabeth de Tycho Brahe, qui dit mais moi je suis l'héritier de Tycho Brahe, vous ne pouvez rien faire sans mon autorisation, et si je ne vous donne pas mon autorisation, c'est définitivement non. Alors Kepler lui dit d'accord, vous allez signer avec moi, mais il faut payer, donc vous allez aussi payer avec moi. Alors là, Tangnagel, il dit non, je ne paye pas. Ah bon, alors je paye tout seul. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais enfin, les discutailleries financières avec Tangnagel ont peut-être duré 6 mois ou 1 an, mais le temps énorme qui a été pris, puisque le livre n'a été publié qu'en 1609, mais le travail a duré 5 ans et demi ou 6 ans, ça montre la grande difficulté. Et cependant, Kepler a bénéficié d'un atout hors pair, qui arrivait à la même époque, c'est l'invention des logarithmes par John Napier, mais lui avait aussi eu des idées pour refabriquer ces logarithmes à lui. Alors, là, il faut un petit peu se cramponner sur la notion des mouvements relatifs des planètes, et de la planète Mars en particulier, par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. Donc, dans le système de Ptolémée, on a ici le point A, et vu du
point A, là on peut dire Kepler à ce stade a gardé encore un autre dogme, c'est le dogme des mouvements à vitesse angulaire constante autour du point A, la vitesse de la planète est constante. La Terre, elle est placée au point T, en bas à droite de la figure. Et la ruse, entre guillemets, c'est que, vu du point T par contre, la vitesse angulaire de la planète n'est plus constante. Et là, ce genre de petite ruse, donc c'était celle de Ptolémée, mais Kepler, avec un bon sens que je qualifierais, que d'autres ont qualifié de moderne, a fait mieux. Alors, dans le système de Copernic, bien sûr, c'est le Soleil qui est au centre, mais Copernic a repris le cercle déférent et les épicycles de Ptolémée. Donc, la vision que l'on a est un petit peu différente. Je ne montre pas plus dans les détails. Ça n'est pas dans un exposé oral qu'on peut vraiment bien le faire, mais Kepler est parfaitement capable de comprendre et de suivre tous les détails de ces modèles. Et puis, voici une image qui montre dans le système un certain nombre de grandeurs. On a le Soleil vrai qui est représenté par une petite étoile en bas. On a la donnée d'un angle appelé anomalie vraie, qui est l'angle entre le segment qui va de l'aphélie jusqu'au Soleil et du Soleil jusqu'à la planète. On a le centre de l'orbite réputé toujours circulaire, c'est dans les premiers tâtonnements de Kepler. Et puis on a au-dessus le point équant, autour duquel la planète a un mouvement angulaire à vitesse uniforme, d'où l'angle aphélie, point équant, planète, appelé anomalie moyenne. Et à gauche, les symboles des planètes. Et là où il y a une idée novatrice de Kepler, certes en restant dans un système qui est largement périmé, c'est que lui a dit il n'y a pas de raison que la distance de l'équant au centre de l'orbite d'une part et la distance du centre de l'orbite au Soleil soient deux distances égales comme Ptolémée et Copernic l'avaient adopté sans discuter. Lui il s'est dit il faut les distinguer. Avec un esprit moderne, ça paraît presque évident. Les évidences d'aujourd'hui et les évidences d'il y a 400 ans sont franchement pas les mêmes. Et alors là où Kepler a une démarche scientifique qui force l'admiration, mais qui n'est pas simple à suivre, donc je vais bien me garder d'entrer dans trop de détails, c'est que Kepler s'est dit, attention, pour étudier l'orbite de la planète Mars, étant donné que ce que je vois de Mars, quand je vois Mars, il y a l'effet de la composition du mouvement de Mars autour du Soleil et du mouvement de la Terre autour du Soleil, ça fait trois inconnus à la fois. Je vais me cantonner à des observations de Mars qui correspondent à des oppositions, c'est-à-dire que vu de la Terre, la distance de Mars et la distance du Soleil sont opposées. Et donc il se restreignait à un sous-ensemble bien choisi d'observations de la planète Mars. Et comme les trajectoires étaient supposées circulaires, eh bien, avec les données qu'il avait, il essayait de trouver, déjà avec 4 points, parce que sinon c'était un problème surdéterminé, trouver des paramètres de son modèle permettant que les 4 positions M1, M2, M3, M4 de la planète Mars, correspondant toutes à des oppositions, soient bien sur un cercle. Et il s'est colté à ça longuement. Eh bien, il s'y est colté longuement, et en ce qui concernait les mouvements dans le plan, on parlerait donc de longitude écliptique, ça marchait pas mal. Là où le patatras a été catastrophique, c'est que lorsque l'on est passé des longitudes écliptiques aux latitudes écliptiques, ça ne marchait plus du tout. Alors, Kepler s'est rendu compte que les orbites de Copernic avec les déférents et les épicycles
Et puis les ovales qui lui paraissaient mieux n'étaient pas les mêmes. Copernic supposait un mouvement uniforme supposait que le mouvement du centre de l'épicycle sur le déférent était uniforme, mais ça ne marchait pas, et Kepler s'est dit qu'il faut relâcher là encore une contrainte sur les mouvements, et il arrivait à avoir des ovales plus satisfaisants. Et donc vous voyez que le processus n'est pas instantané. J'escamote délibérément 50 calculs, et j'atterris sur ces lois. Les 50 calculs où il a travaillé comme un fou en se demandant ce qui se passait. Et les raisonnements qui ont abouti à ces lois paraissent naïfs, véreux, parce qu'il lui manquait de toute façon des éléments de mécanique. Alors, historiquement, la loi des airs, que l'on appelle la deuxième loi de Kepler, en fait, a été découverte en premier, et le texte qui est là esquisse sa démonstration, mais n'est convaincante, je dirais, qu'à moitié. Mais dans beaucoup de ses travaux, Kepler est arrivé à des résultats justes parce qu'il a fait deux erreurs qui se compensaient. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais la chance, ça arrive, et il a compris qu'il arrivait bien sans savoir qu'il avait fait des erreurs, ou sans s'en rendre compte tout de suite. Donc la première loi de Kepler, c'est que l'orbite d'une planète autour du Soleil, et en fait dans son cas l'orbite de Mars autour du Soleil, n'est pas un cercle, c'est pas n'importe quel ovale, c'est une ellipse. Mais il n'est pas tout de suite arrivé à l'ellipse. Quand il a vu que l'orbite ne pouvait pas être autre chose que l'ovale, il a essayé de chercher une ellipse qui ressemblait un peu, jusqu'à se dire, ah mais Eureka, mais c'est vraiment une ellipse, c'est même pas la peine que je prenne un ovale en général. Donc l'ellipse, c'est le lieu géométrique des points du plan, dont la somme des distances à deux points f et f' est une constante, qui, avec les notations de la figure, vaut 2 ans. Et ça, c'est déjà dans l'Astronomia Nova, donc un travail fini en 1605-1606 et publié en 1620. Donc voilà ce qu'il faut. Et ça introduit l'excentricité 1. Et pourquoi la planète Mars? Bon, on le sait bien maintenant, c'est parce qu'en dehors de Mercure, qui était un cas très difficile, la planète Mars était des planètes connues, celle qui avait l'excentricité la plus grande, donc celle pour laquelle l'approximation du cercle était la plus mauvaise. Et celle pour laquelle les écarts étaient supérieurs à cette précision des 2 minutes des observations de Thomas. Alors, avec les définitions modernes, voilà ce que l'on a. Au centre, on a un pointeau qui est le centre d'un cercle auxiliaire. Le Soleil est indiqué à droite de la figure. P, c'est le périastre, A, la péastre. V, l'anomalie vraie, l'angle périastre-Soleil et Soleil-planète. G, la position G. Depuis le point G, on abaisse la perpendiculaire vers l'axe aphélie-périhélie. On la fait remonter vers le point G' qui est sur le cercle auxiliaire, et du point G', on trace un segment qui va jusqu'au centre O, et on appelle anomalie excentrique l'angle PO OG'. Et ça, c'est toujours d'actualité pour les calculs keplériens. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit de définir la trajectoire keplérienne d'une planète autour du Soleil, eh bien, en y réfléchissant, on se rend compte qu'il faut 6 éléments, 6 grandeurs, parce que l'orbite de la planète n'est pas identique à l'orbite de la Terre autour du Soleil, donc l'écliptique. Il y a un angle I qui est l'inclinaison entre les deux. Il y a une direction définie par l'angle grand oméga qui indique la droite d'intersection entre les deux plans. Il y a un angle entre cette droite et puis le moment du passage au périastre, et quelques autres encore. Donc voilà le détail de ces 6 paramètres. Alors ça, c'est toujours d'actualité
avec un petit bémol qui n'enlève rien à l'immense mérite de Léon Kepler. Et là, ce sont des formules tirées de Kepler. En fait, les calculs n'ont pu être vraiment bien faits, je pense, qu'après lui. Mais il y a en particulier l'équation transcendante de Kepler qui posait des problèmes quand on n'avait pas les calculs. Et T, qui est la seule chose écrite en rouge ici, c'est l'instant donné pour lequel on veut calculer la position de la planète, définie par son anomalie vraie petit v et sa distance petit r. Alors, je vous avais annoncé un dessin qui montrait le phénomène des rétrogradations par rapport au centre du Soleil. On a deux trajectoires, celle de la planète, celle de la Terre, et en traçant au même moment, pour des courbes de position homologues au même instant, le segment qui va de la planète à la Terre, eh bien, et en projetant ces différents segments sur la voûte étoilée, on a la courbe représentée dans la partie en bleu. Évidemment, c'est une figure sur le plan, il faut se le représenter dans l'espace. Maintenant, quelques portraits de Johannes Kepler, certains de l'époque, d'autres après. Des centaines d'années se sont écoulées, il y a eu des pertes. Mais voici un beau portrait, il y a la fraise de son temps. Et puis, voici un autre ouvrage extrêmement important qui est celui de Galilée, le Sidereus Natus, dans lequel Galilée annonce ses très grandes découvertes faites avec la lunette astronomique. Kepler le lit, et Kepler écrit un texte qui est une sorte de réponse, de commentaire sur le Sidereus Natus, et en particulier, il soutient totalement Galilée sur le fait que Galilée a découvert des satellites de Jupiter et non pas des nouvelles planètes. Mais lui, c'est parce qu'il est convaincu que de toute façon, il n'y a que 6 planètes. Mais la conclusion est la bonne, même s'il n'est pas nécessaire. C'est ce qui est très amusant avec Kepler, un ouvrage publié à Florence. Alors, il y a quelque chose qui, à des yeux modernes, apparaît comme une évidence, comme une énorme différence de conséquences entre le système de Ptolémée et le système de Copernic, c'est que dans un cas, on aurait dû voir, avec Ptolémée, on aurait toujours dû voir Vénus comme un disque complet de taille variable, alors que dans le cas du système de Copernic, Vénus, on la voit comme un disque complet, plus petite quand Vénus est de l'autre côté du Soleil, enfin, on pourrait voir, et très limite du Soleil, mais on la voit en partie quand elle est éloignée, angulairement éloignée du Soleil. Mais comme il n'y avait pas de lunettes astronomiques avant, évidemment, cette vérification était impossible. Donc, Galilée a apporté une pierre décisive à cette évidence. Alors, ça, c'est la page de titre d'un ouvrage racontant les observations des 4 premiers satellites de Jupiter découverts. Ah oui, oui, c'est par Kepler, les 4 observations des 4 satellites découverts par Galilée, mathématicien florentin. Ça a été publié à Francfort, et alors ça c'est assez étonnant pour moi, réimprimé la même année à Florence. Un autre portrait de Kepler, Mathemat Caesar, ça veut dire mathématicien impérial. Et c'est un portrait conservé à Strasbourg. Et encore un troisième, mais ça c'est une gravure conservée à Munich. Et ça, c'est vraiment la grande œuvre finale de Kepler en 1627, c'est dans cette grande œuvre. Dans cette grande œuvre, ou à l'époque de cette grande œuvre, il publie la 3e loi de Kepler, qui dit que les carrés des périodes des révolutions sont proportionnels au cube des demi-grands axes, et où il donne un catalogue de 5 étoiles, et puis des tables permettant de calculer les positions des planètes. Et ce dernier point, les tables permettant de calculer les positions des planètes, a eu des répercussions rapides, parce que ça a permis de prédire, à Kepler lui-même, de prédire les passages
de la planète Mercure et de la planète Vénus devant le Soleil, ce que personne n'avait jamais prédit avant lui. Et non seulement ça a été prédit, mais malgré quelques erreurs, les prédictions se sont réalisées à peu près juste. Alors, je termine avec deux images rappelant la vision du monde selon Claude Ptolémée, pour vous dire qu'encore en 1661, du fait qu'en 1616, l'Église avait banni le système de Ptolémée, un éditeur normal, un auteur normal ne pouvait pas imaginer de parler simplement du système de Copernic sans parler aussi du système de Ptolémée. Ça aurait été trop suspect de ne pas le faire. Donc dans le même ouvrage, il y a cette très belle gravure, et il y a l'autre avec la vision de Copernic. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Et sinon, rêvez bien de Pépère. Savoir tout le monde, ça rend la fin du